Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Fyodor Lukyanov, rédacteur en chef de la revue La Russie dans les affaires mondiales, président du Conseil de politique étrangère et de défense et professeur-chercheur à la Haute École d'économie. Merci donc de revenir dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour Glenn. Je voulais vous interroger tous les deux sur la guerre en Ukraine et la guerre en Iran, sur la manière dont le monde est perçu depuis la Russie, mais aussi sur la façon dont la guerre en Iran affecte tout particulièrement la Russie. Mais je me suis dit que le mieux était de commencer par la guerre en Ukraine. Cette guerre a beaucoup changé au cours des 4 ans et demi écoulés, dans la manière dont elle est menée, dans le degré d'implication des différents participants. Mais les participants eux-mêmes ont aussi changé au cours de ces 4 ans et demi. Les positions des dirigeants européens et de la Russie se durcissent particulièrement, et la volonté de prendre des risques augmente. Je me demandais simplement, selon vous, vers quoi cette guerre se dirige-t-elle maintenant? Parce qu'elle semble s'intensifier. Tout d'abord, aujourd'hui, alors que nous parlons, nous sommes à un jour de l'anniversaire de la soi-disant réunion d'Anchorage, le sommet en Alaska entre Poutine et Trump le 15 août 2025. Il avait suscité beaucoup d'espoir et je dirais même une certaine exaltation quant à la possibilité d'arrêter cette guerre et de parvenir à une solution diplomatique et politique. 1 an plus tard, nous constatons que cela a échoué, en substance. Cela n'a rien produit qui ressemble à une fin des hostilités. Plus encore, le résultat de cette tentative a en réalité été la conclusion tirée par l'Ukraine et l'Europe, qui soutient désormais l'Ukraine à 100% et fait de facto partie de cette confrontation militaire. La conclusion tirée par ce camp, c'est qu'il fallait une escalade. Pour convaincre la partie américaine, et le président Trump en particulier, que son idée, sa conclusion à l'époque, selon laquelle l'Ukraine était vouée à perdre cette guerre, et qu'elle devait donc faire des compromis le plus vite possible, abandonner le Donbass et satisfaire les exigences minimales de la Russie, était erronée. Pour le convaincre que l'Ukraine est capable de résister et peut-être même de gagner. Et ce que nous avons vu tout au long de cette année, surtout depuis ce printemps, c'est une escalade constante du côté ukrainien, soutenue par les Européens. À ce stade, ils ont donc partiellement réussi. Je veux dire, ils n'ont pas réussi à faire changer d'avis le président Trump, mais au moins à influencer son jugement. Parce que je pense que la position de Trump à ce stade, c'est bon. S'ils peuvent se battre, qu'ils se battent. Ça ne veut pas dire qu'il a soudainement décidé de soutenir l'Ukraine. Certainement pas. Il est tout simplement indifférent. Mais s'ils le peuvent, pourquoi pas? Qu'ils essaient. Et pour revenir à votre question, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une escalade. Une escalade du côté ukrainien, qui a commencé avec l'augmentation de sa capacité à mener des frappes à longue portée, profondément à l'intérieur du territoire russe. Cette escalade en a entraîné une autre du côté russe. Nous voyons maintenant que la Russie a mené une frappe qu'elle ne voulait pas mener auparavant, cibler à grande échelle les infrastructures critiques en Ukraine. Et bien sûr, la Russie en souffre aussi, parce que, comme je l'ai dit, les capacités de l'Ukraine sont désormais assez importantes. Mais qu'est-ce que ça signifie pour le déroulement de cette guerre? Je crains que nous soyons aujourd'hui bien plus loin d'une solution politique et de toute forme de cessez-le-feu que nous ne l'étions il y a 1 an, lorsque l'accord d'Anchorage était en place. Eh bien, qu'avons-nous entendu au sujet d'Anchorage? Là encore, nous ne savons pas exactement quel était l'accord. Mais encore une fois, cela reposait principalement sur une proposition américaine. Le Donbass devait évidemment revenir à la Russie,
Mais des rumeurs disaient que pour Kherson et Zaporizhia, cela pourrait simplement aboutir à geler les lignes de front là où elles se trouvaient. Là encore, ce n'est toujours pas clair. Le texte n'a jamais été rendu public. Mais ce sont les Américains qui l'ont proposé, et ce sont aussi eux qui ont fini par se retirer. Et maintenant, on voit cette idée selon laquelle, s'ils mènent simplement des frappes en profondeur sur la Russie, cela mettrait la société russe sous pression, et donc aussi le Kremlin. La Russie serait alors plus souple, ferait davantage de concessions. Mais ce qui n'est pas clair pour moi, c'est ce qu'ils veulent que la Russie fasse, au-delà de cela. S'agit-il simplement d'accepter l'idée d'un cessez-le-feu inconditionnel, parce qu'il semble que ce serait rédhibitoire? Alors selon vous, quelles sont les voies possibles aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre par la diplomatie? Ou bien, ces voies sont-elles désormais épuisées? Peut-être pas épuisé. Tôt ou tard, il y aura une voie vers la diplomatie, vers des négociations politiques, puis vers un règlement. Mais en réalité, si l'on se rappelle cette période d'Anchorage, cette rencontre à Anchorage, je crois encore une fois que beaucoup d'entre nous, moi y compris, étions trop optimistes. Nous avons oublié que ce type de conflit ne peut pas prendre fin en une seule réunion sérieuse, aussi importante soit-elle. Souvenez-vous du Vietnam. Souvenez-vous qu'après le moment où l'administration américaine a tiré la conclusion, a décidé que cette guerre devait prendre fin, les négociations ont duré des années. Il ne s'est pas simplement écoulé quelques mois, mais des années, entre, je ne sais pas, 68 et 73, 74 jusqu'à 75. J'espère vraiment que ce n'est pas le modèle de ce conflit ukrainien. Mais s'attendre à ce que ce genre de différend puisse être réglé ainsi, en une seule réunion, c'était absolument irréaliste, bien sûr. En ce qui concerne la trajectoire actuelle, je pense que dans la période immédiate à venir, peut-être le mois prochain, les 2 prochains mois, nous ne devons malheureusement nous attendre à rien d'autre qu'à une intensification des combats et à une escalade qui s'aggrave. Du côté ukrainien, il est très clairement compris qu'ils pourront continuer aussi longtemps qu'ils soutiendront cette guerre en s'engageant avec les Européens, idéalement avec les Américains, mais au moins avec les Européens, contre la Russie. Et c'est là, de mon point de vue, que se trouvent les fondements, les bases de toute la mécanique politique de cette guerre. Et paradoxalement, dans le cas de l'Ukraine, je peux même le comprendre. Je n'ai absolument aucune sympathie pour eux, mais je comprends que cela puisse être rationnel pour Zelensky et toute son équipe. Ce qui me paraît moins rationnel, c'est le comportement des Européens. Parce qu'ils ont volontairement fait de l'Ukraine et de la guerre avec la Russie le cœur même de toute l'idée de cette Union européenne nouvellement apparue ou en train d'émerger. Il s'agirait donc d'une confrontation permanente avec la Russie, fondée sur la capacité de l'Ukraine à combattre et sur les capacités de l'Europe à soutenir ce combat, financièrement et techniquement, peut-être indéfiniment. Les Européens, bien sûr, ne sont certainement pas désireux de s'engager directement dans cette guerre. Je l'espère. Mais en même temps, quand j'entends certaines déclarations de responsables politiques européens, notamment allemands, je me demande s'ils ne se préparent pas eux aussi à une vraie guerre. Je ne sais pas. Espérons que non, mais plus rien n'est certain. Et l'unité européenne, de mon point de vue aujourd'hui, repose très largement sur l'existence de cette menace russe. Ce n'est plus une menace générale, c'est quelque chose de très concret qu'ils essaient de présenter au public comme une menace immédiate et imminente. Une attaque directe de Poutine contre l'Europe, contre la partie européenne de l'OTAN. Et cela donne cette logique. Plus longtemps nous soutenons l'Ukraine, plus longtemps Poutine sera occupé par cela et probablement ne nous attaquera pas. Cette idée est très répandue.
En fin de compte, nous sommes dans une situation où ni Kiev, ni les capitales européennes, Bruxelles en particulier, ne s'intéressent à autre chose qu'à la poursuite d'une guerre longue. Et cela, bien sûr, ne fait aucun doute, crée de plus en plus de problèmes pour la Russie. Il serait stupide de nier que la Russie n'est pas heureuse de poursuivre cette guerre. Mais aucune voie n'est proposée pour tenter de négocier sérieusement. Car, quoi que disent aujourd'hui les responsables politiques européens, certains d'entre eux, comme le président finlandais ou d'autres responsables de pays qui ne sont pas les plus grands d'Europe, commencent au moins à évoquer l'idée qu'il faudrait probablement négocier avec la Russie. Mais encore une fois, quelle négociation? Ils veulent dire que la Russie devrait engager des discussions diplomatiques avec les Européens. À propos de quoi? À propos de la manière dont la Russie va capituler. Mais malheureusement, c'est rédhibitoire. Oui, c'est intéressant, cette façon de parler de paix uniquement en battant la Russie. Je trouve ça intéressant, surtout venant des Allemands. Mais encore une fois, ce que vous dites, c'est aussi ce que j'entends de sources américaines. Les dirigeants européens sont devenus le principal obstacle à tout règlement. Parce que bon, non seulement ils ont boycotté la diplomatie ces 4 dernières années et demie, mais la seule voie vers la paix qu'ils envisagent, c'est un cessez-le-feu inconditionnel. Et ils disent assez ouvertement qu'ils l'utiliseraient pour reconstituer les troupes ukrainiennes et éventuellement envoyer les leurs comme force de maintien de la paix. Ils ne veulent pas écarter l'élargissement de l'OTAN, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune base pour la paix. Et oui, des sources américaines soulignent aussi que les Européens alimentent les exigences maximalistes de Zelensky. Et puis oui, leurs commentaires sur ce qui s'est passé quand Trump a entamé une démarche diplomatique avec les Russes. En gros, ça a été la panique. Ils ont tous pris l'avion pour Washington et ont essayé de le convaincre que la seule paix qui puisse fonctionner, c'est le cessez-le-feu et la guerre. Vous savez, on ne peut rien croire de ce que disent les Russes, et essayons d'abord de les bombarder un peu, de faire pression sur eux pour obtenir un meilleur accord. Donc, en substance, que Trump fasse ce que Biden a fait. Mais il est difficile de comprendre cette position des Européens. Est-ce simplement que l'unité est devenue totalement dépendante d'une menace russe? Ou est-ce la réticence à repenser l'architecture de sécurité européenne? Comment l'expliquez-vous? Parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est un peu déroutant. Je peux comprendre la position russe. Ils voient cela comme une menace existentielle. Je pense que les Ukrainiens le voient aussi, à juste titre, comme une menace existentielle. Mais du côté des Européens, je ne comprends pas vraiment cet aspect-là. Je veux dire, les Américains veulent soit déléguer la guerre aux Européens, soit y mettre fin pour pouvoir se concentrer sur d'autres régions. Cela a du sens aussi. Mais la position européenne, j'ai du mal à la comprendre. Est-ce uniquement cet aspect-là? Ils ont besoin des Russes pour maintenir leur unité. Vous savez, bien sûr, je ne sais pas, parce qu'en tant que personne interdite d'entrer dans l'Union européenne, je ne peux pas ressentir l'atmosphère là-bas. Mais vu de l'extérieur, je dirais qu'il y a 2 raisons. La première, dont nous avons déjà parlé, c'est cette nécessité d'avoir quelque chose qui unifie. Et dans une certaine mesure, les Européens ont essayé de reconstituer le modèle de la guerre froide, lorsque la menace soviétique qui était réelle a créé une très forte impulsion en faveur de l'intégration européenne. Et je pense que Staline ainsi que les autres dirigeants soviétiques qui lui ont succédé devraient recevoir quelque chose comme le prix Charlemagne pour leur contribution à l'unité européenne, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, je pense que les Européens essayent d'obtenir quelque chose de ce genre. La différence,
c'est que l'Union soviétique faisait partie de la confrontation mondiale et l'Europe en était un point central. Et à cet égard, je ne pense pas que l'Union soviétique ait réellement voulu, à un quelconque moment de son histoire, envahir l'Europe de l'Ouest, bien sûr. Mais au moins d'un point de vue stratégique, il était raisonnable de penser qu'une guerre susceptible de dévaster l'Europe pourrait éclater entre l'Union soviétique et les États-Unis, sur le sol européen. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, tout le raisonnement autour de la menace russe est très controversé. Parce que d'un côté, la Russie est présentée comme une puissance extrêmement faible, en déclin, incapable de vaincre l'Ukraine, même l'Ukraine. Et en même temps, la Russie serait une terrible menace qui envahirait l'Europe immédiatement après l'Ukraine, ou peut-être même pendant la guerre en Ukraine. C'est donc vraiment absolument absurde. Mais enfin, bon, ça c'est la raison interne. La raison externe dont je dirais qu'elle existe est un peu plus compliquée. Si l'on regarde la configuration internationale aujourd'hui, et surtout dans les années à venir, on peut supposer que le rôle de l'Europe va diminuer. Objectivement, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer, c'est objectif. La situation générale, la situation internationale, évolue vers quelque chose de complètement différent de ce qu'elle était au XXe siècle ou au début du XXIe siècle, lorsque l'Europe jouait un rôle important sur la scène internationale, sur le plan géopolitique et avant tout économique, et ainsi de suite. Et en réalité, il n'y a pas de moyen évident, pas de voie évidente qui permettrait à l'Europe d'inverser cette tendance. Donc le seul sujet sur lequel les Européens peuvent afficher, ou du moins feindre, un grand rôle international, c'est la confrontation avec la Russie. Cette confrontation avec la Russie est alimentée par le conflit ukrainien. Et si tel est le calcul, je peux le comprendre, cyniquement peut-être oui, je pense que cela reflèterait tout particulièrement l'approche possible du Royaume-Uni. Car après l'effondrement de l'Empire britannique, quand le Royaume-Uni est devenu la petite Angleterre, nous nous souvenons de ce syndrome des années 60 et 70, ils ont réussi à chercher et à trouver des moyens d'imiter un rôle international avec les Européens, avec les Américains, avec l'ancien Empire, et ainsi de suite. Ils sont très habiles à cela. Et maintenant, je pense que les Européens dans leur ensemble essaient en fait de reproduire ces tactiques britanniques. Réussiront-ils ou non? J'en doute, pour une seule raison. Quoi que fassent les Européens, peut-être que les responsables politiques européens réussiront, j'en doute, à convaincre leur propre opinion publique de la terrible menace russe. Mais à l'échelle mondiale, sur la scène internationale en général, cela ne représente rien. Je veux dire, le conflit ukrainien et la confrontation avec la Russie, entre l'Europe et la Russie, ce n'est pas quelque chose qui intéresse réellement la grande majorité des gens dans le monde. Ils y voient un autre conflit étrange entre ces anciennes puissances coloniales blanches. Très bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un jeu mondial. Ce n'est pas un grand jeu. C'est en réalité un jeu très local. Et les Européens, même s'ils pensent que cela pourrait leur permettre de revenir à une position centrale dans les affaires internationales, n'y parviendront pas. C'est impossible.